deuxième sujet qu'on m'a demandé d'aborder, c'est disons, les services généraux sur IP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un service généraux? On peut essayer de détailler un peu. Hein, c'est tout ce qui est, je dirais, un peu annexe à l'informatique et qui gère, par exemple, dans un bâtiment, qui va gérer la vidéosurveillance, les portes, mais aussi la climatisation. Hein, les services généraux dans une entreprise, c'est tout ce qui gère, ce qui permet à l'entreprise de vivre, toute la logistique. Donc les détecteurs d'incendie, les détecteurs d'humidité, la climatisation, le chauffage, l'énergie évidemment, les onduleurs, les groupes électrogènes dans le cas des data centers. Et puis d'une manière, alors là on est à la limite, mais en fait les sujets se recoupent. Tout ce qu'on appelle système SCADA, c'est-à-dire les systèmes de pilotage des processus industriels. On va voir que ça utilise quasiment les mêmes technologies. Donc un processus industriel, ça peut être une raffinerie de pétrole, ça peut être une usine, etc. Donc toutes ces infrastructures-là, elles sont en train de migrer sur IP. Elles le font quelques années après la téléphonie. Hein, il y a 3 ou 4 ans, on faisait des conférences sur la sécurité de la voix sur IP ou de la téléphonie sur IP. Bon, je dis pas que c'est un sujet fermé et complet, mais disons que c'est un sujet qui est dans le pipe et qui est déjà très loin dans les entreprises. Le passage sur IP des services généraux, c'est quelque chose qui est une conséquence logique. Alors, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. De toute façon, on y est. Donc, il faut maintenant s'intéresser à la sécurité de ces services généraux sur IP. Alors, je dirais que cette année, on a vu apparaître aussi des offres opérateurs, des offres grand public, je dirais, qui s'imbriquent avec ces problématiques. Par exemple, il y a 2 offres qui sont sorties chez les 2 opérateurs Orange et SFR, hein, un service de détection de fumée connecté sur Internet chez Orange, et puis chez SFR, depuis quelques semaines, il y a un service qui permet de surveiller votre domicile depuis Internet. Vous vous connectez en fait à un serveur SFR, et puis vous pouvez voir ce qui se passe chez vous. Hein, vous avez chez vous une caméra et puis une petite box qui cause avec les serveurs SFR. On parle aussi, hein, si on regarde un peu l'Internet des objets, donc je sais pas, ça a commencé avec des lapins qui bougeaient les oreilles, mais enfin on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses dans les années qui viennent qui vont être connectées sur Internet, y compris votre frigo, votre télévision, il y a déjà des télés en IP, etc. Et puis tout ça est bien évidemment connecté à quelque chose qui démarre pas, hein, on le sait tous, mais qui va finir peut-être par démarrer un jour, qui est IPv6, puisque là, IPv6 va permettre, au lieu d'avoir des box, des redirections, des choses compliquées, IPv6, le but initial, c'était de pouvoir connecter tous les équipements de toute l'humanité et de leur donner une adresse IP visible à chacun. Alors bon, on n'en est pas encore là, mais enfin, c'est quand même, ça permet de faire de l'autoconfiguration, d'avoir des réseaux intelligents, d'avoir de la mobilité. Votre voiture, elle peut avoir une adresse IP, etc. Donc tous ces objets intelligents, tous ces équipements de la maison, ils vont être connectés s'ils ne sont pas déjà sur IP. Alors évidemment, ça change beaucoup de choses en termes de risque. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand vous avez une centrale d'alarme qui est connectée juste par une liaison téléphonique avec l'opérateur de télésurveillance et qui dialogue avec vos portes et vos détecteurs par des petits câbles électriques qui utilisent un protocole propriétaire ou du RS422 ou je ne sais pas si c'est par radio des protocoles propriétaires, disons que la surface d'attaque est assez faible. Soit physiquement j'ai accès à la maison et alors déjà la centrale d'alarme a perdu son rôle, soit je suis moi-même chez l'opérateur de télésurveillance et de toute façon je peux désactiver toutes les alarmes. Donc le fait que ces équipements-là se connectent sur IP, ça, on comprend bien que elles vont être en relation, pas directement forcément, mais elles vont être en relation avec l'ensemble du réseau local de l'entreprise ou du domicile. Donc par exemple, une centrale d'alarme dans une tour à la Défense peut être potentiellement accessible depuis une filiale perdue du grand groupe français quelque part dans un pays d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique. Donc si on ne prend pas de précautions, la surface d'attaque, c'est plus une attaque physique, c'est aussi une attaque à travers le réseau IP. Alors, pourquoi aussi donc il y a une complexité, une intégration des systèmes qui évidemment rend la tâche
plus facile aux attaquants. On peut et qui fait qu'il y a une énorme potentialité de bugs. Peut-être cette année, vous avez entendu parler des portes des portes et des verrous de la prison de Corba qui s'ouvraient toutes seules ou qui se refermaient pas. Bon, typiquement, ça montre bien que intégrer ces systèmes sur un réseau et en faire quelque chose d'intelligent est pas si facile. Là où on est à la limite entre les risques informatiques et l'autre type de risque, c'est que quand on commence à attaquer des équipements comme cela, le risque informatique peut devenir un risque physique. Donc on peut imaginer que si j'arrive à pirater la centrale d'alarme à distance, je vais pouvoir désactiver l'alarme. Tout le monde comprend ça. Si je fais un déni de service sur un détecteur incendie, si je mets le feu, ça va plus crier. On peut imaginer aussi, je parlais de vidéosurveillance du domicile. Si le système bâti est pas fiable et peut être intrusé, on peut imaginer que quelqu'un va pouvoir regarder ce qui se passe chez vous, ce qui évidemment est dramatique pour votre vie privée, peut entraîner des problèmes de chantage, etc. Donc en fait, la connexion de ces systèmes à des réseaux informatiques pose non seulement des risques informatiques, mais aussi des risques, je dirais, physiques quasiment, puisque si on sait que vous n'êtes pas chez vous et qu'on a piraté l'alarme, ça va être facile de rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut distinguer comme vulnérabilité liée à IP, vulnérabilité liée sur ces équipements? Donc, un des problèmes de ces équipements, c'est que souvent, ils sont très légers. C'est-à-dire que, évidemment, si vous mettez une caméra, elle n'a pas beaucoup de mémoire, elle est petite, il faut pas qu'elle chauffe, il faut pas trop qu'elle consomme. Donc, forcément, elle va avoir peu de mémoire, peu de CPU, un système d'exploitation peu évolué, qui fera du real time, du temps réel, mais qui fera peu d'autres choses. Et surtout des systèmes d'exploitation qui n'ont pas l'habitude d'être exposés. C'est-à-dire que quand vous construisez une usine, vous avez quelques équipements à la limite qui vont causer IP entre eux, mais ils vont s'arrêter là. À partir du moment où vous les connectez sur un réseau plus étendu, ils vont être soumis à des attaques et à des bugs que personne n'avait imaginé avant. Donc en fait, le premier risque et le plus élevé, c'est le risque de déni de service, c'est-à-dire faire tomber le détecteur, faire tomber la caméra pour qu'elle ne transmette plus les images. Un autre aspect qu'il faut bien voir, c'est que souvent les protocoles de communication qui sont utilisés sur ces équipements, c'est des protocoles qui ont été portés d'une technologie propriétaire et qui n'ont pas été forcément adaptés aux dangers d'un réseau IP. Donc, déni de service dans le protocole, qui inclut des boucles, des redémarrages, etc. Éventuellement, on peut faire aussi, on peut imaginer de faire des spoofings, de l'interception, du rejeu. Donc, par exemple, il y a des gens à Black Hat, à DEF CON cette année, qui ont montré comment intercepter les flux vidéo d'une caméra de surveillance et la remplacer par autre chose. Voilà, d'autres exemples. Nous, on a travaillé sur ces équipements. On a pu, par exemple, casser un capteur à distance à travers une connexion Internet, générer des fausses alarmes. Des exemples comme ça. On peut imaginer. Alors voilà. Donc d'autres vulnérabilités liées à ces équipements qui sont moins, je dirais, informatiques, mais comment on va réagir à une coupure du réseau Ethernet? Comment on va réagir à un brouillage Wi-Fi si on a une caméra IP Wi-Fi? Je fais de la surveillance, puis moi je suis le pirate, j'arrive, je mets mon brouilleur à 100 € que je peux trouver partout sur Internet. Si j'ai plus de vision de la vidéosurveillance, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe si je coupe le câble Ethernet et je fais tomber l'alimentation? Qu'est-ce qui se passe si je perds l'infrastructure IP, etc., etc. Un des problèmes aussi de ces infrastructures, c'est les rebonds. C'est-à-dire, je vais connecter une centrale d'alarme à mon réseau d'entreprise et à côté, elle va être connectée en GSM ou en GPRS pour pouvoir envoyer des alarmes à quelqu'un d'autre ou à une autre télésurveillance, etc. Donc là, ça veut dire que j'ai un équipement qui est connecté chez moi et qui a aussi une liaison IP avec l'extérieur sans passer par le firewall, sans passer par la politique de sécurité de l'entreprise. Voilà. Et là, la sécurité des serveurs, donc ça, c'est extrêmement important. Je dirais que c'est même la base. Et c'est là-dessus que, dans l'actualité, il y a eu cette année des attaques en déni de service qui ont été faites dans un hôpital aux États-Unis, à Seattle, je crois. Les gens ont attaqué, en fait, au lieu d'attaquer ils ont voulu attaquer, ils ont dit on va attaquer la climatisation. En fait, payez-moi où je fais tomber la climatisation. Et en fait, ils avaient installé un botnet sur les serveurs de l'entreprise
qui allait pouvoir attaquer le serveur qui gérait la climatisation de l'hôpital. Idem pour d'autres failles, par exemple des gens qui ont hacké des caméras de vidéosurveillance et qui déclenchaient des alarmes. En fait, ils sont attaqués non pas tellement aux petits équipements, mais ils sont attaqués aux serveurs de gestion de ces équipements. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'en fait, souvent dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est que voilà, quelqu'un va installer une badgeuse, par exemple, un système de badgeuse, et puis il va installer un serveur web, il va installer un serveur de base de données qui va contenir les gestions de badges, qui va contenir les temps des employés. Mais en fait, ce serveur-là, il va être vendu avec un package qui est l'installation, les badgeuses, etc. Et donc, en fait, ce serveur, il va complètement échapper, bien souvent, aux équipes IT qui sont à l'intérieur des entreprises. Et donc, on va avoir quelque chose qui va être un peu à la marge, qui va dire non, mais c'est pas pour vous, c'est les services généraux, donc on veut pas que l'IT s'en occupe. Et donc, on va avoir des serveurs qui vont évidemment être branchés sur le réseau local, parce que il faut pouvoir y accéder, il faut pouvoir utiliser les applications qui sont dessus, sans que sa responsabilité soit dans les équipes IT. Et ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ça, c'est-à-dire de voir qu'à partir de ce moment-là, on introduit en fait un élément de faiblesse dans le réseau de l'entreprise, qui va contenir les mêmes faiblesses que tous les serveurs de l'entreprise, sauf qu'en plus, celui-là, il sera ni corrigé, ni managé. Alors, là-dessus, on peut trouver des exemples. Nous, cette année, on a trouvé un serveur de pointeuse avec un SQL Server sans mot de passe, donc n'importe qui dans le réseau peut changer les temps, les vôtres, ceux de vos copains, ceux de vos ennemis. Et puis, je sais pas, par exemple, une gestion d'écoute d'un centre d'appel. Bon, tout ça, c'est des failles assez classiques. Hein. Je dis pas, il y a rien de très nouveau là-dedans, mais c'est des choses qui sont induites par une intégration des choses. Voilà. Alors quelques URL. Donc par exemple sur Shodan. Shodan, c'est un serveur de recherche. C'est un projet qui scanne l'internet et qui ensuite permet de rechercher. Donc par exemple, on peut chercher toutes les caméras, tout ce qui contient caméra dans un en-tête HTTP. Donc là, je sais pas, il y en a plusieurs dizaines de milliers, on voit pas bien. Et donc après, on peut essayer de se connecter aux caméras pour voir un petit peu. En même temps, Shodan, par exemple, on trouve aussi sur Internet des RTU, donc des choses qui contrôlent une centrale énergétique. Donc là, on voit la consommation en courant, la consommation en gaz. Bon, là, il suffit de chercher, hein, il n'y a pas besoin de pirater, il n'y a pas besoin de mot de passe, vous cliquez, et puis on arrive dessus. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi c'est sur Internet, je pense que les gens le savent pas, sinon ils l'auraient enlevé. Bon, ça fait un peu peur, hein, c'est pas en France, c'est pas dans... Voilà, c'est plutôt en Amérique du Sud. Mais enfin, on trouve comme ça déjà des choses comme ça qui contrôlent des onduleurs, etc., disponibles comme ça. On clique et puis, presque par accident, on éteint l'usine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer? La première chose à faire, c'est de reprendre la main. Donc, ça veut dire se faire expliquer les technologies. Quand on vous installe quelque chose chez vous, essayez de comprendre comment ça marche. Hein. On va pas, dans une entreprise, on se fait pas installer un système d'alarme nouveau ou un système de badge ou un système de sécurité sans comprendre comment ça fonctionne en termes de flux, en termes d'interface, etc. Préférez ce qui est normé et ouvert. Ça paraît naturel, mais si le vendeur est pas capable de vous dire comment ça marche, ni si ça suit, par exemple, Zigbee ou des normes comme ça, bon, c'est qu'il n'a pas sa place dans le monde IP. Envisager une segmentation réseau, donc mettre ses outils sur un VLAN à part et pouvoir pouvoir filtrer entre le SI de l'entreprise et le SI des services généraux. Et puis éventuellement, s'adresser à des gens comme nous, hein, faire des audits, des tests intrusifs. Et puis quelque chose de très important, c'est d'intégrer la PSSI dans ces équipements. Ça veut dire que quand on définit une politique de sécurité, il faut veiller à ce qu'elle soit appliquée aussi sur ces équipements, comme on commence à le faire sur la téléphonie. Donc ça veut dire intégrer les mots de passe, les correctifs, etc. Et puis des choses plus organisationnelles, donc les règles d'accès par des tiers. Hein. Est-ce que mon tiers mainteneur, il accède par un modem ou par un truc à lui? Ou est-ce que je suis obligé d'ouvrir mon firewall pour qu'il puisse y accéder, etc. Donc c'est quelque chose il faut que la DSI et les RSSI soient proactifs sur ça, sinon évidemment ça s'installe et puis après c'est trop tard.